J'ai plaisir à la dissocier. Et bonjour à tous. Donc, je suis Tamara, je suis Well Manager de Wellio Paris Gare de Lyon. Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier webinaire du Wellio Community. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Biez, qui est le dirigeant donc, du groupe Epsilium et qui est aussi pro-worker. Et donc, Stéphane Biez parlera avec nous du sujet fiscal du moment, la déclaration de revenus et comment l'optimiser. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions via le chat, n'hésitez pas. Et Stéphane, je vous laisse la parole. Bienvenue à tous, on est très heureux de vous accueillir avec Wellio. L'idée, c'est de parler d'une thématique qui concerne beaucoup de monde, qui n'est pas forcément la problématique la plus marrante, puisque c'est un passage obligé. On ne va pas faire de vous des avocats fiscalistes. L'idée, c'est de trouver quelques solutions, quelques astuces qui vous permettront de mieux déclarer vos impôts, en tout cas de faire en sorte d'économiser un petit peu sur cette somme-là. Après, chaque problématique est unique, chaque cas est unique. C'est pour ça qu'à la fin du webinaire, en place une possibilité de prendre rendez-vous avec nos conseillers sous la forme d'un calendrier qui permet en fait de prendre des rendez-vous visio pour que vous puissiez échanger avec eux et trouver quelques solutions. C'est gratuit. C'est un service qu'on propose gratuitement pour les pro-workers, mais pas pour les gens normaux, donc profitez-en. Et l'idée, c'est évidemment de trouver des solutions qui restent dans un cadre tout à fait légal, rassurez-vous, au cas où vous douteriez de notre honnêteté, c'est pas dans l'ADN Epsilium. Voilà, donc je vais vous donner quelques clés. L'idée, c'est évidemment de vous présenter rapidement Epsilium, mais vous pouvez aller voir notre site internet. Comme Tamara l'a dit, nous sommes des historiques de Wellio, et notamment Gare de Lyon. On est aussi présent à Bordeaux. L'idée, c'est que voilà, Epsilium, c'est d'abord un cabinet de conseil en gestion patrimoine. Ça fait près de 20 ans qu'on exerce ce métier pour ce qui me concerne et une partie de mes équipes. Et c'est vrai qu'on est spécialiste, nous, de tous les processus de défiscalisation et qu'on accompagne du coup nos clients pour faire leur déclaration chaque année. Ce qui nous oblige à avoir des compétences juridiques et fiscales assez étendues sur le sujet. On utilise un logiciel qui s'appelle Click Impôt, qui nous permet justement de faire ces reports d'année en année. Donc, ça nous permet voilà, vraiment d'avoir toutes les clés pour vous conseiller si vous avez besoin. Donc voilà. N'hésitez pas à faire appel à nos services, évidemment, pour la suite, pour d'autres sujets que la fiscalité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on veut optimiser sa déclaration, il y a un premier passage obligé, c'est déjà la structure du foyer fiscal. Donc, si on doit entrer dans le vif du sujet, la structure du foyer fiscal, vous me direz, on n'a pas trop le choix de savoir si on a des enfants ou si on n'a pas d'enfants. La réalité, c'est qu'on peut quand même avoir ce choix, déjà c'est un premier choix, de rattacher ou non un enfant majeur. Pour information, on peut rattacher un enfant majeur jusqu'à ses 25 ans s'il est étudiant. Mais parfois, ce rattachement peut ne pas être la meilleure des solutions. Pour une raison très simple, c'est que d'une part, on peut très bien avoir un enfant majeur qui a travaillé et donc on va être obligé, si on le rattache, de le compter en demi-part supplémentaire, mais aussi de rajouter potentiellement ses revenus. Alors, il faut savoir quand même que dans ce cadre-là, on a des exonérations. Par exemple, si vous avez des enfants majeurs qui sont alternants, ils ont une exonération sur leur rémunération d'alternant jusqu'à 18 473 €. Donc, ça peut être une clé aussi intéressante à avoir en tête. Au même titre que si vous avez des collégiens ou des lycéens qui ont fait un petit bout de job d'été, même si c'était compliqué avec la problématique du Covid de l'année dernière et de cette année, eh bien, on est exonéré jusqu'à 4 600 €. Néanmoins, le rattachement d'un enfant, si c'est qui est dans le premier et deuxième enfant, ça compte pour une demi-part. Cette demi-part, elle peut vous faire économiser maximum 1 570 € parce que c'est le plafond du quotient familial. Donc, alors que l'autre choix, c'est de dire, je n'intègre pas mon enfant dans mon foyer fiscal et je vais lui verser une pension. Et ça peut être une source d'économie parce qu'en versant une pension qu'on peut calibrer jusqu'à 6 000 €, quasiment, c'est 5 959 €, eh bien, en fait, en fonction de votre tranche d'imposition, ça peut vous faire économiser de 1 800 € à 2 500 € d'impôt. Donc, ça peut être un choix qui peut être gagnant, ne serait-ce que voilà, sur cette logique de rattachement. Donc c'est un premier point. L'autre point concerne aussi les personnes qui sont potentiellement concubines. Donc, je pense que chacun d'entre vous, si vous l'êtes, vous savez comment ça fonctionne. Ils disent qu'on peut rattacher un enfant d'une année sur l'autre, sur l'un ou l'autre des foyers fiscaux. Donc, et ça, on n'a pas d'obligation à avoir une pérennité sur le sujet. On peut tout à fait, une année, rattacher son enfant sur celui qui a le plus gagné, parce que c'est ça le jeu, c'est de faire en sorte que la demi-part supplémentaire ou la part supplémentaire, elle ait un impact plus important.
Dans la structure du foyer fiscal, il y a d'autres éléments qui sont à optimiser. Je parlais des concubins, mais vous allez avoir des structures familiales célibataires, je ne sais pas si c'est le cas de certains d'entre vous, mais structure célibataire, quand on a un enfant, cet enfant va compter pour une part entière et non une demi-part, parce qu'on peut obtenir le statut de parent isolé. Sauf que ce statut de parent isolé, il faut cacher la bonne case dans la déclaration. Et en fait, cette case, c'est la case D dans la déclaration qui vous permet d'aller chercher ce statut et donc, du coup, de passer de une part et demie à 2 parts. Donc, c'est des petits trucs ou des petites astuces qui sont à étudier parce que clairement, voilà, en fonction de votre tranche marginale d'imposition, en fonction de votre structure de revenus, eh bien, il peut y avoir un avantage à passer d'un système à l'autre. Donc, ça, c'est le premier élément. L'autre élément pour optimiser sa déclaration, c'est évidemment de choisir les bons annexes. Des fois, on se retrouve à chercher les cases qui correspondent. Eh bien, en fait, souvent, c'est parce qu'on n'a pas coché le formulaire, le bon formulaire avec les bons annexes qui correspondent à votre situation. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, si vous cherchez des réductions d'impôts ou des choses comme ça, si vous n'avez pas coché la case, par exemple, ici, réduction et crédit d'impôt, dont frais de garde, etc., vous ne la trouverez pas, en fait. Donc, mon conseil dans ce cadre-là, c'est de cocher en général un maximum de cases qui pourraient être dans votre périmètre, quitte à les décocher une fois que, ou en tout cas de faire sauter les annexes une fois que vous avez enclenché la déclaration, parce que clairement, voilà, vous pouvez chercher longtemps et ne pas trouver effectivement les annexes qui sont propres à votre situation. D'accord ? Donc ça, c'est un élément qu'il faut savoir gérer et tout à fait optimiser parce que ça fait partie du schéma important. Il y a notamment une particularité depuis 2 ans, c'est qu'on fait aujourd'hui la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière via la déclaration en fait d'impôt. Alors, le quantum de 1 300 000 € de patrimoine, c'est 1 300 000 € de patrimoine net. C'est-à-dire que si vous avez un patrimoine immobilier, puisqu'on est seulement sur cette taxation-là, de 2 millions d'euros, mais que vous avez 1 million d'euros de crédit en face, vous n'êtes pas taxable. Ceux qui sont assujettis à cette taxation, mais c'est pour vous dire effectivement que vous pouvez avoir sans doute de la marge de manœuvre pour cette partie-là. Mais je vous souhaite d'y arriver, évidemment. En tout cas, voilà, ce sont les premiers éléments. Les autres éléments qui sont des éléments évidents et basiques, c'est les options qu'on peut avoir sur les revenus d'activité. Alors, vous allez me dire, par exemple, salarié, qu'est-ce qu'on a comme option, qu'est-ce qu'on a comme solution, si ce n'est déclarer ses revenus. Alors, il faut savoir quand même que malgré tout, quand on est travailleur salarié, c'est-à-dire voilà, on est employé, on a cette possibilité soit d'appliquer classiquement le forfait des 10%, qui sont les frais professionnels, c'est-à-dire les frais que vous allez engager sur l'exercice de votre profession. Ces 10%, ils s'appliquent de fait. C'est-à-dire si vous n'optez pour rien, vous n'avez pas à déclarer quoi que ce soit. Donc, il s'applique automatiquement avec un plafonnement à 12 000 €. Bon, ça, c'est pour la petite anecdote. Mais on a quand même, dans ce cadre-là, la possibilité d'avoir recours aux frais réels. Les frais réels, c'est quoi? C'est qu'au lieu de dire on déduit 10% de frais professionnels, on va calculer réellement ce qu'on engage pour l'exercice de sa profession. Alors, l'une des charges qui est la plus importante en général dans ce cadre-là et qui génère une déduction plus importante, ce sont les frais kilométriques. Vous avez un barème kilométrique qui, en fonction des chevaux fiscaux de votre voiture, vont vous permettre de déduire plus. Donc, vous allez calculer votre nombre de kilomètres que vous réalisez et ça fait une somme plus importante que ces 10%-là. Alors, il n'y a pas que ça qu'on peut déduire, puisqu'on peut déduire aussi des frais de restauration. Si votre espace de travail ne propose pas une restauration collective, vous pouvez déduire grosso modo 5 € par jour. Donc, pour ce qui est de la restauration classique, alors, les prestations qui sont fournies par exemple par Wellio ne rentrent pas dans le cadre de la restauration collective proposée par votre entreprise. Donc, vous pouvez déduire en plus ces 5 € par jour, mais vous pouvez aussi déduire potentiellement des frais de double résidence. Vous avez une location que vous devez payer pour l'exercice de votre profession. Vous pouvez déduire aussi potentiellement des formations liées à la reconversion, des formations qui vous permettent de changer de statut au sein de votre entreprise. Donc, il y a plein de choses qu'on peut déduire et qui peuvent rendre rentable cette option en fait des frais réels par opposition aux frais professionnels des 10%. Alors, bien sûr, en fonction des professions, il peut y avoir plein de charges. Vous êtes prof de sport, vous avez du matériel à acheter, vous pouvez aussi le déduire. Donc, ça, c'est des choses à envisager qui peuvent être intéressantes à travailler.
Ensuite, il y a le schéma du travailleur non salarié. Le travailleur non salarié, je ne sais pas si certains d'entre vous font partie de cette catégorie-là. Donc, les principales catégories, c'est soit BNC, bénéfices non commerciaux, donc par exemple les professions libérales, les consultants, soit les BIC, les artisans, les commerçants. Donc, c'est soit on fait de la prestation intellectuelle, soit on fait de la prestation de service. Donc, on a le choix soit d'être en régime micro. Quand on est en régime micro, on abat un forfait sur le montant des honoraires que vous percevez ou du chiffre que vous percevez pour le déclarer. Donc, du coup, par exemple, sur les BNC, vous allez appliquer un forfait de 34%. Soit on va avoir un régime réel, c'est-à-dire que là, par contre, il faut avoir recours à un comptable. Ça peut être intéressant à envisager parce que, bon, certes, un comptable, c'est pas gratuit, mais clairement, ça peut avoir un impact intéressant pour vous parce que vous pouvez déduire plus de charges et déclarer moins de revenus. Donc ça, peut-être peu d'entre vous sont concernés, mais certains peuvent être aussi concernés par une double activité, c'est-à-dire être salarié et avoir une activité d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire une activité parallèle qui, là aussi, permet d'avoir deux options. L'autorégime d'auto-entrepreneur, on ne le sait pas forcément, mais il permet soit d'avoir un abattement forfaitaire, comme je l'ai dit, sur le montant des honoraires que vous percevez, mais il y a une option qui est possible, qui est de travailler au prélèvement forfaitaire libératoire. Je m'explique. Soit vous êtes dans un schéma, vous êtes au micro, donc vous avez 10 000 euros d'honoraires qui vous sont versés, déduction faite de 34%, vous imposez 6 000 euros. Et donc ça, c'est rentrer dans votre tranche d'imposition. Donc, 6 000 euros dans une tranche à 30%, parce que les taux de taxation sont progressifs en France. Ça fait à peu près 2 000 euros d'impôt à payer. Mais l'autre option, c'est de dire, au lieu de payer ces 2 000 euros, je vais me mettre au régime du prélèvement forfaitaire libératoire. Et pour le cas de figure, justement, de la prestation de conseil, c'est 2,2% de prélèvement forfaitaire. Donc, 2% de 10 000 euros, ça fait que 200 euros. Ça peut être une économie non négligeable. Ça peut permettre de baisser la charge que vous aurez. Il faut savoir quand même que c'est assujetti à des règles en matière de revenus, c'est-à-dire que la structure de votre foyer sur les revenus fiscaux de référence N-2, 2 ans en avant, ne doivent pas dépasser, si vous êtes en couple, 55 000 euros et si vous avez des enfants, 83 000 euros. Mais ça peut être une option qui peut être évoluée. Quand vous avez mal déclaré ce genre de revenus, il y a quand même des possibilités de rattraper, puisqu'il faut savoir que on peut exercer des déclarations rectificatives sur 3 ans en arrière. Donc, si les choses ont été mal faites, nous on l'a déjà pratiqué, vous pouvez aller chercher effectivement une rectification, notamment sur ces options-là, de mieux déclarer vos revenus sur 3 ans, à compter de la date du dernier avis d'imposition. Donc ça, ce sont les revenus d'activité. Il peut y avoir aussi le cas des revenus de capitaux mobiliers. Donc, souvent, ce sont des éléments qui sont pré-remplis par votre banque, par vos assureurs, par les prestataires financiers qui collectent votre épargne. Ça peut concerner à la fois des cessions d'actions. Donc, vous avez acheté des actions, vous les revendez, vous avez des plus-values. Ça peut concerner des dividendes. Les dividendes, c'est quand j'ai des actions d'une société qui réalise des bénéfices et qui décide de verser des bénéfices. Vous pouvez aussi être concerné par des contrats d'assurance vie sur lesquels vous allez faire un retrait. Donc, tout ça pour vous dire que dans cette option-là, souvent c'est pré-rempli, mais il y a quand même une option fiscale qui est possible. C'est-à-dire qu'on est là aussi, soit sur un schéma où on peut avoir le prélèvement forfaitaire libératoire, donc on escompte toujours à 12,8 plus 17,2 de CSG, donc ça fait 30%. Mais la CSG, de toute manière, on la paye tout le temps. Donc, 12,8 sur le montant. Alors, par exemple, sur la cession d'actions, vous avez vendu des actions, j'ai acheté 100, je revends 200, j'ai une plus-value de 100, je vais avoir une taxation de 12,8 directement. L'autre option, et ça peut avoir un intérêt quand même fiscal non négligeable justement pour la cession d'actions. Alors, attention, pour les cessions d'actions au-delà des actions, des actions achetées avant 2018, il y a eu des changements depuis, et bien pour ces actions-là, on peut aussi opter pour le barème, c'est-à-dire dire cette plus-value, je vais la réintégrer à mon barème, mais l'avantage que je vais avoir, c'est qu'au-delà de le réintégrer à mon barème, je vais avoir un abattement qui va s'effectuer sur la plus-value par année de détention. Donc, je peux avoir un abattement qui peut aller jusqu'à 65% de la plus-value. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes. Parce que si vous écrasez quasiment toute la plus-value, même si c'est rajouté à vos salaires et à vos revenus, ça peut être très attractif. Idem pour les assurances vie.
clairement, on se rend compte que voilà, ben, sur les assurances vie, là aussi, il y a eu pas mal de changements ces derniers temps, notamment en 2017. Mais la réalité, c'est que ben, cette option, des fois au barème, peut être plus intéressante qu'on prélève directement à la source. Donc ça, c'est des choses qui concernent voilà, ben, surtout ceux qui ont de l'épargne et qui ont retiré de l'argent sur cette période-là. Dans les revenus, il y a évidemment les revenus liés à la location de biens. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a une différenciation à effectuer lorsqu'on loue nu ou lorsqu'on loue meublé. Ce sont deux types de locations différentes avec des droits et des cadres juridiques différents. Pour vous donner un ordre d'idée, le préavis sur le meublé est plus court puisqu'il est de 3 mois au lieu de 6 mois sur une sortie en fait d'un locataire, sur une location nue par rapport à une location meublée. Mais le fait d'être dans une location meublée vous fait entrer dans un autre régime fiscal que la location classique dite nue. Donc, puisque en fait, quand on loue nu, on est assujetti aux revenus fonciers, alors que quand on loue meublé, on est assujetti au régime des revenus BIC, bénéfices industriels et commerciaux. On est dans un schéma potentiellement de prestation de services, donc du coup, on n'est pas sur cette même catégorie de revenus. Dans ce cadre-là, effectivement, pareil, on va avoir deux options aussi, soit être au régime micro, soit être au régime réel. D'accord ? Donc, dans le cadre des régimes micro pour ce qui est des revenus fonciers, eh bien, en fait, on n'a pas de déclaration spéciale à faire. On va le reporter directement dans la déclaration d'impôt, sauf qu'il faut, puisqu'on est en régime micro, pas dépasser un montant de loyer hors charge de 15 000 euros. Et sur ce loyer hors charge de 15 000 euros, va se pratiquer automatiquement, en optant pour le régime de microfoncier, un abattement de 30%. Vous n'allez pas être taxé sur l'intégralité des 15 000, vous allez être taxé sur 15 000 moins 30%, c'est-à-dire aux alentours de 10 000. Et ce qui va vous permettre, en fait, voilà, de provisionner une forme de charge. Il faut savoir que sur les revenus fonciers, on est taxé à l'impôt sur le revenu, mais on paye aussi de la CSG. Sur les 10 000 euros dont je vous parlais, vous allez aussi encore, comme je vous l'ai dit, encore payer 17,2 de CSG. Donc, et ces éléments-là font forcément voilà, diminuer, enfin augmenter la note fiscale. Dans cette logique, le revenu foncier a comme possibilité d'être au régime réel. Donc, le régime réel sur les revenus fonciers nécessite la rédaction d'une déclaration 2044. La déclaration 2044, donc il faut bien la coucher dans les annexes, cette déclaration vous permet non pas d'appliquer un abattement de 30%, mais de prendre vos loyers et d'y opposer des charges réelles. Ces charges réelles qu'on va déduire, c'est les frais de gestion, les frais d'assurance, les intérêts et les assurances du crédit et tous les frais annexes, parce qu'on peut déduire des frais de dossier, on peut déduire des frais de garantie, des pénalités de remboursement anticipé. On va pouvoir déduire la taxe foncière, on va pouvoir déduire des travaux, on va pouvoir déduire un certain nombre de charges pour faire en sorte de faire baisser le résultat, c'est-à-dire le bénéfice, et être moins taxable. Donc, dans cette option-là, ça nécessite d'être en capacité, évidemment, de produire des justificatifs. Hein, tout est à justifier dans ce cadre-là. Mais ça peut permettre d'être parfois même à zéro. Et même potentiellement d'être en négatif, sachant que ce négatif pourra être reporté sur l'année future. Une année, vous avez fait beaucoup de travaux sur un bien que vous aviez mis en location, et bien vous avez tout à fait la possibilité de reporter ces travaux pendant jusqu'à 10 ans, en fait. C'est la possibilité qu'on a sur les revenus fonciers. Donc ça, c'est les deux options sur le régime de location nue. Lorsqu'on loue meublé, on est sur ce régime donc des BIC. Et lorsqu'on est au régime micro, on peut aller plus haut que les loyers dont je vous ai parlé, les 15 000 euros, puisqu'on peut aller jusqu'à 34 000 euros de loyer. Donc, et bénéficier, là, quand on est au régime micro, de 50% d'abattement. Vous voyez, de base, déjà, cette option de louer meublé peut avoir un intérêt non négligeable parce que 50% contre 30% déjà de base, c'est plutôt intéressant. Donc, ça se fait là aussi forfaitairement et ça permet d'aller chercher effectivement une baisse en fait de résultats. Donc ça, c'est une des options, être au micro. L'autre option, c'est comme je vous l'ai dit, c'est d'être au régime réel. Alors, autant une 2044, une déclaration de revenus fonciers,
Ça peut se faire quand on est particulier, on est voilà, pas forcément un expert du domaine, mais dans le cadre d'une location meublée au régime réel, là, on fait une déclaration qui s'appelle une déclaration 2031, qui est un bilan en fait, qui est un bilan de société. Donc ça doit se faire par un comptable. On a des comptables qui sont spécialistes de ça et ça nous coûte grosso modo 300 €. Mais l'air de rien, l'intérêt de louer meublé, c'est que vous pouvez en fait opposer les mêmes charges que ce qu'on a sur la location nue, c'est-à-dire les intérêts d'emprunt, les charges de pro, etc. Mais en plus, on va pouvoir appliquer un amortissement de la valeur du bien. Par exemple, votre bien, il fait je sais pas, 100 000 €. Là, vous allez pouvoir l'amortir sur 25 ans. C'est un amortissement par composante. C'est un peu plus complexe que ça. Ça veut dire que vous pouvez, sur un bien de 100 000 €, opposer une charge comptable de 4 000 € qui se rajoute à toutes les autres charges. Ce qui fait que souvent, quand on est en location meublée, on ne paye pas d'impôt sur les loyers qu'on perçoit. Donc, du coup, ça peut avoir un vrai attrait de s'attacher les services d'un comptable. Là aussi, si vous avez mal fait les choses, il y a toujours possibilité de faire des déclarations rectificatives et de rattraper sur plusieurs années, les 3 dernières années, comme je vous l'ai dit, pour bénéficier en fait des avantages que vous n'aviez pas initiés. D'accord ? Donc ça, c'est les options qu'on a, notamment dans le cadre de la location sur tout type de forme. Donc ça, c'est les locations. Derrière, quand on est dans un régime déclaratif, on va avoir l'option aussi d'aller chercher des charges déductibles. Les charges déductibles, bien, tout à l'heure, je vous en parlais, notamment dans la logique de rattachement d'un enfant majeur ou pas, ces charges déductibles, par définition, elles vont être soit les pensions. Alors, il y a plusieurs types de pensions. Vous pouvez verser une pension à un enfant majeur, donc vous pouvez verser jusqu'à 5 959, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez verser des pensions à vos ascendants dans le besoin, c'est-à-dire à vos parents, qui ont par contre des contraintes de ressources importantes. Vous pouvez leur verser sans plafond, surjutif, jusqu'à la somme réelle que vous leur versez et le déduire de vos revenus. Donc, ça fait baisser votre base imposable et ça peut être tout à fait attractif parce que ça peut permettre de baisser cette somme-là. Attention, évidemment, quand vous versez une pension à un tiers, sur vos enfants, vos parents, ou je ne sais quoi, eux, de leur côté, doivent déclarer cette somme. Mais bon, c'est un calcul à faire puisque si par ailleurs, ils ne sont pas imposables avec cette pension intégrée, ça peut être un calcul qui est intéressant pour tout le monde. De la même manière que dans les charges déductibles que vous pouvez aller chercher, il y a des choses qui sont pré-remplies. Par exemple, si vous avez eu de la CSG les années précédentes, il y a ce qu'on appelle la CSG déductible. Donc, bon, ça, c'est pré-rempli en général. Mais on peut aussi déduire potentiellement des PER, des plans d'épargne de retraite, qui sont des sortes d'assurance vie. Ça, en général, vous avez un justif qui vous est adressé par la banque. C'est des sortes d'assurance vie dont la somme versée est déductible de vos revenus dans une limite. Alors, cette limite, elle est de 10% de vos revenus professionnels. Mais on peut rattraper le plafond. Je ne sais pas si vous avez vu déjà sur vos avis d'imposition, il y avait plafond épargne retraite non utilisé. Là, ça n'est plus indiqué, mais c'était indiqué jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et effectivement, on peut rattraper ce quantum de 10% sur 3 ans. Ou on peut utiliser les droits de son conjoint. Donc ça, il faut cocher la bonne case. Donc c'est en 6QS, quelque chose dans ce genre. Donc clairement, voilà, c'est une charge qui peut être intéressante parce que en faisant baisser sa base, on est moins imposable et ça a du sens. D'accord ? Donc ça fait partie des éléments à aller chercher. Et quand on est dans cette logique évidemment d'optimisation, il y a bien sûr les réductions d'impôts. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir en réduction d'impôts des choses comme les dons aux œuvres. Il y a une dissociation à faire entre les dons aux œuvres pour les personnes d'aide en difficulté et les dons aux œuvres classiques. Les personnes qui sont en difficulté, la réduction fiscale qui est octroyée lorsqu'on coche cette case et qu'on remplit, qu'on a versé ces dons, c'est jusqu'à 1 000 € de versement et c'est 75% de réduction fiscale. Les dons aux œuvres qui sont, on va dire, de manière classique, c'est la réduction fiscale, elle est que de 66%. Que de 66%, ça reste une belle somme, mais il faut bien cocher dans la bonne case. Vous avez souvent des reçus fiscaux, ils ne sont pas toujours extrêmement clairs. Donc, il faut bien que ça se matérialise sur des personnes en difficulté. Ce que vous donnez, par exemple, à l'EDF, ça ne rentre pas dans les personnes en difficulté, malgré tout, puisque les 75% ne vous seront pas octroyés, mais ça peut être intéressant. Il y a une case qui est à cocher, qu'on ne sait pas forcément. Ce sont aussi les frais de scolarité.
les frais de scolarité, si vous avez des enfants qui sont au collège, qui sont au lycée ou en études supérieures, eh bien, en fait, ils peuvent bénéficier d'une réduction fiscale. Enfin, vous pouvez bénéficier d'une réduction fiscale, mais il faut avoir coché cette case réduction, en fait. Et en fait, bon, c'est pas des sommes de fou, hein, mais c'est toujours bon à prendre. Un enfant au collège, ça peut vous octroyer 61 € de réduction d'impôt. Un enfant au lycée, c'est 153 € de réduction d'impôt. Et un enfant en études supérieures, c'est 183 € de réduction d'impôt. Donc, l'air de rien, toujours bon à prendre. Il faut juste que j'ai une case. Normalement, ça doit pouvoir se faire. C'est en case 7EA, 7EC ou 7EF. Donc, donc si vous ne les avez pas dans votre proposition, c'est que vous n'avez pas coché le bon annexe, mais bon, à vous de les prendre. Vous avez aussi les frais de garde de jeunes enfants. Les frais de garde de jeunes enfants, ça concerne pas mal de choses parce que des fois, on ne pense pas pouvoir utiliser tous ces éléments-là, mais ça peut concerner des crèches, ça peut concerner la garderie juste avant la scolarité des enfants, ça peut être une nounou agréée, ça peut être un certain nombre de choses. Et effectivement, les sommes que vous allez verser vont vous permettre de bénéficier d'une réduction fiscale de 50% de ce que vous versez. Alors, le plafond il est relativement bas puisque c'est 2 300 € de plafond de versement par enfant de moins de 6 ans. Si vos enfants ont plus de 6 ans, c'est mort. Et vous ne pouvez pas répercuter les plafonds d'un enfant vers l'autre. Donc, 2 300 € fois 50%, ça vous fait 1 150 de crédit d'impôt. C'est tout à fait intéressant parce que ça peut vous permettre d'amortir un peu ces frais qui sont conséquents, on le sait. Donc ça, c'est des choses à aller chercher qui sont à dissocier des employés domicile. Parce que les employés domicile, là, vous avez, c'est l'option, par exemple, quand vous avez une employée domicile, nous qui travaille chez vous, en fait, ou qui est en schéma de garde partagée avec un autre couple. Donc ça, c'est intéressant parce que l'employé domicile, le plafond de versement, il est plus important. De base, on peut aller jusqu'à 12 000 € et on peut même aller jusqu'à 15 000 € si on a 2 enfants. Donc, de versement. Et donc, du coup, de réduction fiscale en face, c'est-à-dire 50%. Donc, ça peut aller jusqu'à 7 500 € de réduction, enfin, de crédit d'impôt, puisque c'est une somme qui, si vous ne l'avez pas pu l'utiliser, vous sera reversée. C'est ça l'avantage du crédit d'impôt. Néanmoins, il y a plein de prestations qui rentrent dans ce cadre des emplois à domicile. Jardiniers, parfois des cours à domicile. Les cours à domicile, ça peut rentrer dans le schéma des emplois à domicile et vous faire bénéficier, en fait, d'un crédit d'impôt aller important, quoi. Donc pour que oui, il y a une question sur les frais de scolarité. Juste, je reviens en arrière. Sur les frais de scolarité, dans ce cadre-là, oui, il faut qu'ils soient rattachés à votre foyer fiscal. Donc, puisque c'était la question, est-ce que mon enfant doit être rattaché à mon foyer fiscal pour que je puisse le déduire en études sup? Oui, effectivement, il faut qu'il soit rattaché. Donc ça, les emplois à domicile, c'est un cadre qui peut être intéressant à travailler, peut vous permettre d'aller chercher un crédit d'impôt non négligeable. Attention, là dont on a parlé, sauf les dons aux œuvres, sont assujettis à un plafond des niches fiscales qui est de 10 000 €. Donc ça, si vous le dépassez, c'est perdu. Donc, mais bon, voilà, on peut essayer d'aller cumuler un maximum de choses puisque c'est le législateur qui vous le permet. Dans le cadre de l'immobilier défiscalisant, certains d'entre vous ont peut-être fait des dispositifs anciens ou des dispositifs actuels. Un des dispositifs majeurs aujourd'hui, c'est le dispositif Pinel. Dispositif Pinel, il faut savoir que les modalités déclaratives, elles sont assez complexes, notamment la première année. La première année, il y a 4 formulaires à réaliser. Il y a un formulaire d'engagement de respect de la loi Pinel avec les comptables de loyer, de plafond, etc., qui s'appelle un 2044 EB. Il faut mettre le plafond de loyer, la surface, etc. Il y a un formulaire 2044 pour les déclarations des revenus fonciers, puisqu'on fait de la location. Et il y a une réduction fiscale qu'il faut intégrer. Et cette intégration, c'est par rapport au montant réalisé. C'est pas la réduction à proprement parler, c'est le montant d'investissement qu'on a réalisé qui va être à reporter dans cette case-là. Je ne vous cache pas que voilà, si vous voulez le faire seul, c'est compliqué et je vous encourage vivement, si vous avez ce cas de figure-là, à nous le soumettre, puisque c'est des choses qu'on fait tous les jours. Idem, vous avez des dispositifs anciens qui peuvent être la loi Cellier, la loi Bouvard, etc. Des fois, il y a des choses que vous avez peut-être mal faites, mais qu'on peut aller rattraper. Je vous le dis, il y a des choses à optimiser. Il y a plein de choses, par exemple, sur les revenus fonciers qu'on oublie de faire, déduire les intérêts d'emprunt, déduire l'assurance du crédit, déduire plein de choses. Donc ça, c'est des choses qu'on peut vous permettre d'optimiser, d'aller chercher pour faire quelque chose de propre et qui vous fasse gagner de l'argent. Nous, on a récupéré des sommes assez importantes sur des choses qui ont été mal faites.
Donc, ça, c'est les dispositifs de fiscalisation qui sont propres à chaque sujet et chaque contribuable. Après, j'aurais tendance à vous dire qu'il faut quand même, pour cette année et les années précédentes et ces années futures, avoir une forme de vigilance parce que il y a quand même aujourd'hui, on se rend compte d'un gouv des points qui sont dangereux mais qui peuvent vous mettre en difficulté. Par exemple, le nombre de parts. Le nombre de parts, là, cette année, on a commencé les déclarations, on se rend compte que les parts ne sont pas intégrées directement dans votre foyer fiscal. Donc, si vous ne vérifiez pas que vos enfants ils sont rattachés, vous allez vous retrouver à avoir perdu votre demi-part fiscale et votre note va grimper, en fait. Donc, vérifiez bien que tous vos enfants sont rattachés, même les enfants mineurs ne sont pas intégrés automatiquement, donc il faut bien le vérifier. Il y a un autre point qu'il faut que vous vérifiez absolument dans votre déclaration, c'est le montant du prélèvement à la source. Parce que là aussi, il y a des erreurs, clairement, entre ce qui vous a été réellement produit, ou en tout cas prélevé, et ce que vous avez, voilà, ce qui est la réalité de votre prélèvement à la source. Il faut que vous vérifiez ça. Parce que clairement, il y a des erreurs. Il y a des erreurs aussi des fois sur les avances de réduction d'impôt. Vous savez, en janvier, quand vous avez des réductions d'impôt d'une année sur l'autre, des fois, cette somme-là n'est pas intégrée et on vous met une somme qui est plus importante. Parce que le calcul de votre impôt pour cette année, c'est ce que j'ai payé par rapport à ce que j'ai comme réduction et ce qui me reste à payer. Donc, si le solde n'est pas bon, vous allez vous retrouver à ressortir de l'argent à partir du mois de septembre, alors que vous devez rien en fait. Donc ça, c'est un premier élément. Autre élément de vigilance que je vous conseille de vérifier, c'est les reports alors à la fois de déficit, si vous avez des biens en location, parce que des fois, il y a des déficits reportables d'une année sur l'autre, qu'il faut reporter, qui ne sont pas forcément automatiquement, parce que les revenus fonciers ne sont pas gérés de cette manière-là. Il y a aussi des fois des reports de réduction d'impôt. Par exemple, vous n'avez pas pu utiliser d'une année sur l'autre une réduction d'impôt, donc certaines réductions d'impôt se reportent d'une année sur l'autre, mais ce n'est pas intégré. Donc, je vous encourage à reprendre en fait votre avis d'imposition, voir ce qu'il y avait comme somme à reporter d'une année sur l'autre. Vous le verrez donc sur l'avis d'imposition 2020, et pour le réintégrer dans votre déclaration. Donc, parce que l'air de rien, oui, il y a quelques euros à aller chercher, et c'est toujours mieux dans votre poche que dans la poche du trésor public. Donc, j'en ai fini sur cette présentation. On a essayé de faire quelque chose de synthétique. Je me tiens à votre disposition pour ceux qui auraient des questions sur des thématiques précises. Comme je vous l'ai dit à la fin, comme c'est indiqué, vous avez cette option-là du calendrier, de prendre des rendez-vous en visio ou en physique. Vous pouvez tout à fait rencontrer aussi nos conseillers sur place si vous êtes sur le même site que nous, ou si on n'est pas trop loin, ça peut se gérer aussi comme ça. Pour en tout cas utiliser votre situation et avoir des réponses sur des questions précises, parce que chaque cas est unique, comme je vous l'ai dit. Et en tout cas, j'espère que si vous n'êtes pas barbé avec les principes fiscaux, l'idée c'est que ce n'est pas une matière qui est toujours marrante, mais il y a quand même, vous l'avez vu, des moyens de trouver des solutions. Donc, en tout cas, on se tient à votre disposition. Ouais. S'il n'y a pas de questions. Eh bien, je vous dis au revoir pour ceux qui nous ont suivis, qui ont été attentifs. J'espère que vous avez appris plein de choses et n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à nous contacter. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite bon courage dans cette période pas trop marrante sur le Covid. On va bientôt se retrouver en terrasse, ne vous inquiétez pas.